Donc on a un circuit qui est fait de la façon suivante. Donc on a ici un générateur de tension alternative. On a ici justement le dipôle inconnu. Ici on a une résistance. Et puis ça se boucle comme ça, avec ici une masse. Et puis c'est bouclé comme ça. Et on vous dit ici qu'on a U1 et ici U2. Alors la première chose, et le courant qui est fait, qui est comme ça. Alors la première chose qu'il y a, c'est que souvent, alors dans les exercices, enfin dans votre UE, il y a souvent des représentations, des dessins qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont pas forcément complètement clairs, je trouve. Alors celui-là, je vais vous proposer de le redessiner comme ça sera peut-être plus clair pour vous. Moi, je vous proposerai de le dessiner de la façon suivante. D'accord. Et à ce moment-là, on aurait I qui rentrerait comme ça. Et on aurait la masse qui serait là. D'accord. On aurait ici U2. Ça, c'est la résistance. Et U1 qui serait là. D'accord. Est-ce que tout le monde est convaincu? Enfin, on peut se convaincre que c'est le même dessin. Et je pense que ça en aidera pas mal à voir les choses. D'accord. C'est le même dessin, mais vous allez voir, c'est beaucoup... Bon, ça voilà. Ouais. Comment on sait que U2, il enveloppe tout le truc? Ben, on le sait parce qu'il faut regarder, en fait. Regardez. U2, il est là. Ah oui, du coup, c'est avec Ouais. C'est pour ça que je vous dis que c'est le même dessin. Mais je suis sûr qu'il vous paraît plus clair comme ça que comme ça. Mais justement, c'est le même, en fait. Mais si ça peut vous amuser, il y a 7 jours, il y a un copain qui m'a posé un piège avec un truc à redessiner. Je me suis foutu dedans. Je n'ai pas su le redessiner correctement et j'ai pas eu la bonne réponse. Voilà, donc déjà, quand on a ça, on est content, on a déjà bien avancé. Mais ça, c'était pas une question posée. Moi, j'aurais posé une question comme ça quand même pour vous. Je vous aurais directement donné le montage comme ça. Alors, la tension en phase avec le courant, donc c'est la tension, c'est UR, qui est en phase avec I. D'accord? Donc ça, c'est toujours le cas, parce que dans R, il n'y a pas de composante imaginaire. Okay. Mmh. Où? C'est UR ou U1? Ben ouais, UR, c'est U1, s'il vous plaît, d'accord. Pourquoi ce serait pas U2 du coup? Et parce que U2, c'est pris à l'attention de UR plus le U point d'interrogation, si vous voulez. Et vous savez pas ce qu'il y a dans le U point d'interrogation. Il y a peut-être un composant qui est inductif ou capacitif, donc vous savez pas du tout. D'ailleurs, c'est le cas d'ailleurs. On sait pas aussi si. Enfin, comment on sait que c'est U1 dans le truc et pas U2? Attendez 2 secondes, on va poser des questions. Oui. Comment on sait du coup c'est pas U2? Bah, vous savez pas ce qu'il y a dans le point d'interrogation. Donc vous savez pas s'il va être en phase ou s'il va être déphasé. D'accord? Oui. Est-ce qu'on pourra pas justifier simplement, puisque pour U2 on a plus 0,147 pi, et pour l'autre non, pour dire que c'est U1 qui est en phase? Alors attendez, redites-moi votre argument. Est-ce que pour justifier que c'est U1 qui est en phase, on constate que pour U2 on a la composante pour plus 0,147 pi, du coup il y a un déphasage, non? Non, puisque vous savez pas où est le zéro. C'est plus phi, non? C'est un déphasage. Non, mais comment vous pouvez savoir lequel est en phase?
Le 0, il est arbitraire. Je peux tout faire tourner d'un angle arbitraire que je veux. Donc, B, quelle est l'amplitude du courant? Bon, ben, I est égal à U1 sur R. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et U1 sur R, ça vous fait 5 divisé par 1000, ça vous fait 5 millivolts. 5, 10-3, cosinus de pi ft. Ok? Donc ça, c'était pas très dur. Alors, le C maintenant. Quelle relation entre les tensions U1, U2 et U? Alors, si vous regardez que les amplitudes, vous avez un diviseur de tension. D'accord? C'est ce qu'on a vu là-bas. Et si vous regardez que quoi d'ailleurs? Comment on voit que c'est un diviseur de tension? C'est évident. Là, vous avez ici la tension prise en U1, la tension prise en U2. D'accord? Vous avez U1 est égal à U2 fois grand R sur grand R plus Z. C'est un diviseur de tension, ça. Mais en module. Ah oui, là-bas, excusez-moi, quand je vous ai fait le diviseur de tension, j'ai oublié un truc important, le Z, il est en module. C'est pas un Z complexe, c'est un Z module. Alors, un truc qui est... Donc maintenant, ce qu'on va écrire, c'est que on a une loi d'Ohm quand même qui nous dit que UR mais tu vas y arriver, toi. UR non, U1 pardon, excusez-moi, avec les mêmes noms. Plus U point d'interrogation, c'est attention aux bornes de mon truc, égal à U2. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous adhérez à cette pensée? C'est bon? Bon. Donc maintenant, il va falloir que je trouve... Alors, si c'était que des impédances réelles, ce serait facile. Je ferais U point d'interrogation égale U2 moins U1. Alors, le problème, c'est qu'elles sont complexes. Donc, je vais faire la même chose, mais je vais le tracer dans le plan complexe. D'accord? Comment on sait c'est complexe? C'est pas... Hein? Comment on sait c'est des complexes et c'est pas des réels? Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme réponse simple? La première réponse simple, c'est que les réels, c'est un cas particulier des complexes. Donc, de toute façon, si elles sont réelles, vous allez le trouver aussi dans cette technique-là. La deuxième chose, c'est que... Ben, on va tracer les flèches, vous allez voir tout de suite, elles sont pas réelles. Ben, alors, je vais vous dire pourquoi, parce que là, vous avez une phase entre U1 et U2. Vous avez 0,147 pi. Donc si vous avez un vecteur... Bon, on va le dessiner, vous allez voir, ça vous paraît très évident. Donc je dessine mes différentes tensions. J'essaie de faire des traits droits. Et je vais même mettre des couleurs. Vous allez voir, le progrès fait rage.
pouvez m'expliquer ce qu'on est en train de faire? Mais ça, c'est un peu à vous que je parle là. Vous là. Vous pouvez m'expliquer ce qu'on est en train de faire? Non. Bien. Donc, nous sommes en train de tracer les tensions dans le plan complexe. Alors, on va tracer les tensions UR et U2, puisque c'est les deux dont on dispose. Donc, on va tracer UR, mettons, on va la tracer en bleu. D'accord, donc ça c'est UR. Et puis on va mettre en... Alors je sais pas pourquoi celle-ci, j'arrive jamais à avoir une autre couleur. En violet, on va mettre U2. Normalement, il faudrait respecter les tailles. Elles sont pas du tout respectées là. Oui, excusez-moi, là, c'est pas UR, c'est U1. Alors, pour répondre à votre question, mademoiselle, c'est que vous voyez tout à fait que comme j'ai U1 plus U, un point d'interrogation égale U2, bah, là, je vais bien être obligé de partir en diagonale. Je vais avoir ça plus machin qui est égal à ça. Il faut bien que je parte en diagonale. Donc, elle est forcément complexe, l'impédance qui me reste. Sinon, si je pars par là, je ne vais jamais rejoindre ce point, d'accord? Donc, forcément, l'impédance qui me reste, elle est complexe. Du coup, on aurait pu aussi faire la même. Pourquoi U2 il part plus loin que U1? Bah parce qu'il me le donne U2. Hein. Il me donne que U2 c'est 11,2 volts et U1 c'est 5 volts. Donc il est plus gros. Là, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça nous le donne. C'est pour ça que je le dessine comme ça. Mais il n'est pas à l'échelle, mon truc. Dans l'énoncé, je crois qu'il est à l'échelle. Donc, comment se met le troisième vecteur? Vous, là-bas. Ouais, vous, alors dites-moi, vous met comment le troisième? En fait, on fait U2, et à partir du point U2, je fais moins U1. Voilà, tout à fait. Tout à fait, monsieur. Donc, on fait comme ça. C'est ça que vous voulez dire? Voilà. Moi, je le fais à partir de l'origine. Alors, pourquoi à partir de l'origine? N'oubliez pas que ce qu'on a écrit, c'est ça. On ne peut pas écrire U interrogation, c'est U2 moins U1. Si, mais ça ne change rien que ça va venir un triangle comme ça. Mais si on parle de U2 et après c'est moins U1, ah oui, d'accord, je vois. Ça reviendra au même. Ouais. D'accord? Vous pouvez faire comme ça si vous voulez, mais le vecteur sera toujours comme ça. Ok? Voilà, on a gagné. Alors, bon, ben maintenant, alors on vous demande, ça c'est une gentille question, à votre avis, ce truc-là, c'est quel type d'impédance? Ça ressemblerait à quoi? Pardon? Une quoi plus une résistance? Une inductance. Oui, c'est ça. C'est typiquement, voilà. C'est inductance plus résistance. Alors, on va demander à quelqu'un qui parle moins que vous deux, là. Parce que là, vous faites le show à vous deux. C'est sympa, remarque, on est trois, mais bon. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais les autres, ils parlent pas, du coup. Inductance plus résistance. Alors, est-ce que quelqu'un qui est... Par exemple, il y en a deux au fond qui pourraient parler, mais qui parlent pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi elle a dit ça? Ouais, ça c'est la réponse. Non, mais vous avez raison, ça monte et ça avance. Non, mais oui, non, mais vous avez raison, mais c'est la version sibyllique de la réponse. À l'économie de mots, quoi. Ça monte, ça avance. Mais elle est juste, votre réponse. On va demander à vous, qui êtes juste derrière celui qui parle, est-ce que quand il dit ça monte, ça avance, ça vous parle? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Ouais, je crois que c'était pas clair pour tout le monde, ça monte, ça avance. Donc, alors on va dire ce qu'elle a dit plutôt, résistif et inductif. Ça vous dit quoi pour vous, quelque chose de résistif, quelque chose d'inductif? Donc si vous remontez au début du TD, dans les notes qu'on avait prises au début, d'accord, quelque chose de résistif, ça vous transforme un courant, ça vous le transforme comment après une résistance? Remontez aux notes que vous avez prises en début, je veux dire. Tout au début du TD, on a pris des notes sur les... On avait distingué 3 cas, la résistance, l'inductance et la kappa. Donc la résistance, elle fait quoi, un courant? Voilà, le courant, il se transforme en quoi? Enfin, le vecteur courant, quand on a un courant qui est une flèche vers la droite, il se transforme en quoi? La tension devient quoi? Là, regardez, c'est marqué sur votre note. Allez-y, osez, il devient quoi? Voilà, il devient à nouveau une flèche vers la droite. Donc, il n'y a pas de déphasage là-dessus. Un courant, quand vous l'envoyez sur une inductance, il devient quoi? La flèche, quand vous l'envoyez sur une inductance, elle devient quoi? Voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire. Par avant, c'est ça monte, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, dans son langage à lui, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que la partie résistive va vous faire quelque chose qui ne bouge pas. Par contre, la partie inductive va vous faire une partie qui tourne vers le haut. Et donc, au total, ça va vous faire un truc qui fait ça. D'accord? Donc, c'est une impédance qui a une partie résistive et une partie inductive. Alors, il faut faire attention, c'est que dans la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des choses beaucoup plus compliquées. Mais à la fin, ça va ressembler à quelque chose qui a une résistance et une inductance. C'est ce qu'on peut dire. Et donc, la fin du truc, donc quel est le type quel est le type du machin? C'est un type résistance plus inductance. Ok? Donc c'est un truc, j'ai une résistance. Alors attention, je complète le dessin parce que là il y a beaucoup de gens qui se mettent dedans à cet endroit-là. Le truc en bleu, c'est la résistance qu'on connaît, c'est U1. La résistance de mon truc inconnu, elle est là. On est bien d'accord. D'accord, celle-là, c'est la résistance de U1. Mon truc inconnu, sa résistance, elle est là. Et l'inductance, elle est là. D'accord. Et donc, c'est un truc de type inductance plus résistance. Et ben voilà, on va vous demander maintenant de calculer tout ce qui va bien, quoi. C'est-à-dire de calculer la résistance et l'inductance de ce composé. Voilà, je vous l'ai proprement en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc revenons, je vais marquer les choses proprement, c'est-à-dire qu'on m'a fait remarquer, ce qui est tout à fait juste, c'est que c'est des tensions qui étaient mises, je crois que c'est vous qui m'avez fait remarquer ça, et moi je marque toujours ou des tensions ou des impédances, ce qui n'est pas propre du tout, donc je vais essayer de vous le faire en marquant bien les choses. Donc on va repartir ici. Donc ici on a ce point-là, et puis ici... on a UR. On a ça, et puis après on a, alors celui qu'on cherche, qu'on va faire de cette couleur-là. Voilà. Et on a dit que ça c'était U2. Ça c'est U1. Et ça c'est U point d'interrogation. Mais U point d'interrogation est lui-même composé de... Oh, ça bruit, U point d'interrogation est lui-même composé d'une partie résistive et d'une partie capacitive. Donc là j'ai U point d'interrogation
attendez, c'est super mal écrit, je vais reprendre tout ça. Pour que vous y voyez quelque chose. Donc ça c'est U, point d'interrogation. Donc ça c'est la partie résistive. On va l'écrire comme ça. Là j'ai une composante qui vaut R, point d'interrogation, fois I. D'accord. Et là j'ai une partie qui vaut L, point d'interrogation, oméga, fois I. D'accord. Et là j'ai U, point d'interrogation. Voilà, c'est ça que je cherche. Et là, j'ai 0,147. Je vais appeler cet angle alpha, parce que ça me gonfle de l'appeler 0,147. Machin. Là, j'ai 5 volts à cet endroit-là. Et puis là, je ne sais plus ce que j'ai. Là, je dois avoir quelque chose comme 10 volts ou je sais pas quoi. On s'en fiche. OK. Est-ce que vous pouvez faire un peu de silence au fond, les trois? Et attaquer l'exercice 11, là, ça vous passera les nerfs sur quelque chose. Bon, à partir de là, c'est uniquement de la trigo. Alors, quand vous voyez un truc comme ça, il faudrait que ça vous vienne immédiatement à l'esprit, c'est de la trigo. La difficulté ici, c'est ce trait-là, parce que ce trait-là, il perturbe l'esprit. C'est-à-dire qu'on voudrait travailler dans ce triangle rectangle-là, et en fait, non, parce qu'on n'a pas cet angle-là. C'est un peu merdique. Il faut penser à revenir dans ce triangle rectangle-là. Et souvent, on n'y pense pas, on reste planté là-dessus. Donc, une fois que vous avez vu qu'il faut revenir dans ce triangle-là, vous avez un truc très très simple qui est que L oméga I divisé par U2 est égal à sinus alpha, d'accord, ce qui vous donne que L est égal à U2 sinus alpha sur oméga I. Et évidemment, ça dépend de la fréquence, parce que c'est une inductance. Puis le deuxième point, qui est un petit peu plus compliqué, c'est que par contre, quand vous êtes là, on a naturellement envie de faire à nouveau de la trigo dans le triangle rectangulaire, ce qui est une bonne idée, sauf qu'on se retrouve avec la somme d'un U1 qu'on connaît et ici d'un U qu'on ne connaît pas. Okay. Bon, c'est pas très grave, on va les écrire quand même. Donc vous avez ici que le cosinus de alpha est simplement égal à U1 plus R, point d'interrogation I, divisé par U2. D'accord. Ce qui vous fait que U1 plus R, point d'interrogation I, est égal à U2 cos alpha. D'accord. Et ce qui vous fait que R, point d'interrogation, est égal à 1 sur I, facteur de U2 cos alpha moins U1. Alors, quand même, je vous ai dit pourquoi vous ai-je dit que cet exercice était faux? Ben, parce que on a dit un petit peu bêtement, non pas bêtement, mais enfin un peu naïvement, que cette boîte était de nature inductive. En fait, on n'en sait à peu près rien. Tout parce que si vous avez une inductance plus une kappa, il ne faut pas oublier que vous avez, je refais mon diagramme de Fresnel, vous avez ici une résistance qui est comme ça, bon d'accord, ça elle ne bouge pas. Vous avez ici une inductance qui est en JL oméga, et puis vous avez ici aussi, ça il ne faut pas l'oublier, vous avez ici une
une capacité qui est en moins J sur C oméga. Ok. Donc si je regarde simplement juste un composé qui a une composante résistive, une composante capacitive et inductive, j'obtiens simplement que ce truc-là, je peux l'écrire sous la forme R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Ok. Et ce terme-là, vous voyez qu'il a deux caractéristiques. Vous avez que ce truc-là, vous avez que pour ça, alors L oméga moins 1 sur C oméga, c'est positif pour LC oméga 2 plus grand que 1, et c'est négatif sinon. D'accord. Autrement dit, ça veut dire que quand vous êtes sur des fréquences suffisamment élevées, d'accord, c'est l'inductance qui va s'en sortir, et vous êtes effectivement dans un régime inductif. Donc le truc va vraiment partir vers le haut, comme on l'a démontré. Si vous êtes à basse fréquence, la somme des deux va au contraire partir vers le bas. D'accord. Donc le fait que mon truc à une fréquence donnée, il parte vers le haut ou il parte vers le bas, je ne sais pas si c'est l'inductif ou que je ne peux rien dire du tout. D'accord. Il faut que je le fasse varier en fréquence. S'il continue à partir vers le haut, quand je me grince, c'est qu'il est inductif. D'accord. Alors, ce que vous regardez ici, il ne donne pas la fréquence, c'est ça le problème. Donc, non, je ne crois pas qu'il donne la fréquence dans cet exercice. Hein? Il la donne? Je ne sais plus. Donc il faut faire des calculs, mais il faut se méfier que vous pouvez avoir le facteur au milieu, c'est LC oméga carré, ce qu'on appelle la fréquence de résonance. C'est la fréquence où les deux composantes LC oméga et 1 sur C oméga ont la même taille. Donc vous avez l'impression de ne pas avoir de déphasage, alors qu'en fait vous pouvez avoir des composantes très très longues ici. Et c'est ce qu'on appelle les phénomènes de surtension. Vous avez déjà vu ça, non? Alors les phénomènes de surtension, ça vient simplement au fait que si vous regardez ce dessin-là en bas, vous avez le R qui est en phase. Si vous avez un phénomène où vous avez une fréquence où le L oméga est très très grand, le 1 sur C oméga est très très grand vers le bas, la somme des deux, elle peut faire 0. Mais avec le L oméga très grand et le 1 sur C oméga très grand, la somme des deux fait 0. Donc vous allez mesurer 0 phase. Par contre, si vous prenez que la partie imaginaire, elle peut être gigantesque. Et donc vous pouvez avoir des tensions énormes si vous prenez simplement la partie inductive ou la partie capacitive, alors que si vous prenez au banc de l'ensemble, vous avez des tensions extrêmement faibles. Ce qu'on appelle des phénomènes de surtension qui peuvent apparaître à des endroits parce que votre système est à la résonance. Et à la résonance, le principe d'une résonance, c'est d'avoir des tensions énormes qui apparaissent à des endroits. D'accord. Et la résonance, ça est donnée par LC oméga carré est égal à 1. Voilà comment on explique la résonance simplement. Oui. Pourquoi vous avez mis L, point d'interrogation W fois I Où ça? L, point d'interrogation W fois I. En fait, le I vient. Pourquoi on le met là-bas et pas en. Alors, si vous me dites où c'est, je vais vous expliquer. Plus bas, en haut. Non? Oui, voilà. Pourquoi on a un fois I alors que tout en bas, sur ce que vous avez fait, JL oméga, à gauche, on n'a pas de I. Ah, parce que là, j'ai mis des tensions. Sur le schéma, il est en tension. Je sais pas ce que vous regardez. C'est 5 volts. Alors que là, c'est des inductances. OK? Il a un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est qu'une fois qu'on sait connaître les associations en série en parallèle pour des résistances, n'importe quel abruti peut faire l'exercice. Le désavantage, c'est que c'est très chiant. Voilà. Donc, il faut le savoir. Hein, je veux dire. On débranche le cerveau et on y va. Et puis voilà, on prend un verre de coca à côté, c'est parti. Faut pas se planter. Faut être patient. Se planter. Alors, des fois, ça prend des trucs gros. Bon, voilà. Mais, en gros, ça marche toujours. C'est ça l'avantage. Hein. Si on se plante pas, ça marche toujours. Il faut juste pas se planter. Moi, je me plante souvent, mais je sais comment ça va finir. C'est pas mal. Alors, on vous dit une résistance. Alors là, c'est pareil. Quand on vous montre des schémas,
souvent, vous avez intérêt à le redessiner pour que les parties séries parallèles vous apparaissent mieux. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. C'est pas avec vous, c'est avec le Phi 252. Il y en a plein qui se sont plantés la semaine dernière, donc c'est pas vous, hein, c'est un autre TD. Je vais vous montrer pourquoi, parce que le prof avait fait un dessin comme ça pendant son examen. Voilà, donc avec résistance, kappa, résistance. Et dans les TD, ils avaient l'habitude qu'on les dessine comme ça. D'accord? Mais ouais, mais n'empêche, il n'y en a pas qui n'ont pas compris ce que c'était. Parce qu'ils avaient l'habitude qu'on dessine les circuits en parallèle comme ça. Il n'y en a pas qui n'ont pas compris que c'est un circuit en parallèle, ça. D'accord? Et en fait, pour moi, c'est plus clair comme ça. Mais comme eux, ils avaient l'habitude en TD de travailler que avec des schémas comme ça, il y en a plein qui n'ont pas réalisé que ça, c'était ça. D'accord? Donc n'hésitez pas à redessiner les schémas si jamais on vous les donne. C'est le cas, là, on vous demande une résistance en série avec un condensateur et branché en série avec une résistance. Déjà, ça sent le truc qui va nous faire des calculs, ça. Donc, j'ai ici... allons-y. Donc, il me dit que c'est 320 kg. Bon, il faudrait vraiment que je fasse plus gros, celui que vous n'allez rien voir. Et le tout, je l'alimente avec un bordel comme ça. Première question, calculer la résistance équivalente de ce truc. Alors, est-ce que on peut... Alors, c'est quoi l'impédance d'une inductance? Ça s'écrit comment? Pardon, excusez-moi, d'une capacité, j'ai dit une capacité. 1 sur J. Donc le module, c'est quoi? Exact. Oh, tu m'énerves, toi. D'accord? Pourquoi on ne ferme pas le circuit et on met des masses? Bah parce que c'est la même chose de refermer. Parce que là j'ai une masse, donc je peux refermer là. C'est le même point. Alors, ouais. C'est pas 1 sur C oméga? Oui, mais j'ai mis équivalent. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement à haute fréquence. Ah, d'accord. Alors, petite question maintenant. Ça y est, c'est des ménages en haut. Alors, je vais vous poser à... Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, là? Tenez à vous, je vais vous interrompre dans votre activité. Donc, je suis dans une... Regardez le circuit qu'il y a au tableau. C'est celui-là. Donc, on a un circuit composé d'une résistance, d'une capacité et d'une résistance. Vous êtes d'accord? Ok? Donc, on va chercher la résistance équivalente de ce truc-là. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la résistance, elle dépend pas. L'impédance d'une résistance, c'est R, ça ne dépend pas de la fréquence. Ok? Par contre, ce qu'il vient de nous dire là, c'est qu'il m'a dit que l'impédance, le module de l'impédance de la capacité, dépend, L, de oméga et sous la forme 1 sur oméga, il m'a dit. Alors, je crois, je dis ok, c'est bon. Et maintenant, ce que je vous demande, vous, c'est est-ce que vous êtes capable de me prédire le circuit équivalent de tout ça dans la limite très haute fréquence et dans la limite fréquence nulle?
Ouais, je pense que vous savez, je voudrais qu'elle avance un peu dans sa réflexion. Dans la limite très haute fréquence, la kappa, la kappa elle va être équivalente à quoi? Regardez ce qu'il vous a dit. Vous avez dit que le module de Z varie comme 1 sur oméga. Donc dans la limite très haute fréquence, le module de Z kappa va varier comment? Non, mais ça je sais, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, à la fonction 1 sur x, elle varie comment? Elle diminue. Donc la fonction 1 sur oméga, elle varie comment? Oui, donc Z, la module de Z, il va varier comment? Ouais. Donc venez au tableau, vous allez dessiner le circuit quand oméga est très grand. Ah ben si, allez, vous allez le faire. Hein. Allez. Mais si, non mais vous allez savoir, vous allez mettre de la bonne volonté, vous allez y arriver. Ouais. Pourquoi on n'étudie pas à basse fréquence aussi? Bien sûr, elle le fait à basse fréquence après. Vous avez dit haute fréquence, c'est quand la fréquence est égale à 0. Bah, haute fréquence, haute fréquence, fréquence nulle, c'est facile. Après, on oublie de taper tout le calcul. Alors, allez-y, prenez une craie. Monsieur, il y a des craies quelque part. On a une là. Allez, vas-y. On a une la craie. Donc, le circuit, on l'a au tableau, d'accord? Et simplement, vous nous avez dit que quand oméga est très grand, ZC tend vers quoi? ZC varie comme 1 sur oméga. Donc, quand oméga est très grand, ça tend vers quoi, ça? Bon, la fonction 1 sur x, elle tend vers quoi quand x est grand? Ouais, donc ZC, c'est comme 1 sur oméga. Donc, quand oméga est grand, ça tend vers quoi? Vers 0. Donc, sur mon circuit là-haut, quand oméga va être grand, la capacité, il va lui arriver quoi? Quand la fréquence va être très grande, la capacité, elle va devenir quoi? Donc, vous refaites le dessin avec la capacité. Et quand la fréquence est très grande. Elle devient quoi, la capacité? Hein? Elle diminue. Ouais, diminue tellement qu'elle devient quoi? Nul. Ok, vous refaites le dessin avec la kappa qui devient nulle. Allez, allez. Je vous demande juste de refaire le dessin avec une kappa nulle. Une kappa nulle, c'est quoi pour vous? Oui, le dessin avec les résistances, là. Vous savez pas faire un dessin? Est-ce que par hasard, vous ne mettriez pas un peu de mauvaise volonté, là? Ok, ça c'était le schéma. Ok, vas-y, finissez-le.